Les guerres et les conflits ont souvent été au 19e et au 20e siècle des faits médiatiques majeurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça a souvent été le cas. Et de ce fait, il s'agit aussi pour les chercheurs d'un terrain d'étude particulièrement propice à l'étude de l'influence des médias dans ou sur nos sociétés. Il s'agit en effet de moments de crise, durant lesquels l'information revêt des enjeux stratégiques capitaux. Et les historiens en particulier s'emploient à étudier le sens des discours et des images produits dans ces contextes, tout en interrogeant les pratiques des acteurs qui sont à l'origine de ces discours, les journalistes en premier lieu, mais aussi les humanitaires, les responsables politiques ou les belligérants, bien évidemment. Les historiens s'intéressent également aux modalités de réception de ces informations par les publics. Et ces représentations de la guerre en mots et en images portent des valeurs, portent des visions du monde, portent aussi les visions de soi et de l'autre, qui peuvent en venir à constituer, sinon des cultures de guerre au sens d'Annette Becker et de Stéphane Rousseau, au moins des récits cohérents, constitutifs de systèmes de représentation partagés de la réalité. Alors, merci. Donc vous le savez aussi, il y a toute une histoire des représentations de la guerre, du photoreportage, sur lequel je reviens en quelques mots, mais ce n'est pas l'enjeu de cette communication, pour vous dire que ces premiers reportages de guerre en images apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, notamment avec le reportage du Britannique Roger Fenton pendant la guerre de Crimée, suivi des clichés de la guerre de sécession par pratiquement 300 photographes, dont le photographe américain Matthew B. Brady, et que les usages de la photographie et les modes de représentation des guerres se transforment profondément entre cette deuxième moitié du XIXe siècle et votre période d'études. Alors, sous l'effet d'introduction de nouvelles technologies, on peut citer le recours au bélinographe à partir de 1907, sous l'effet également de l'utilisation massive de la photographie par les quotidiens en France à partir des années 1910, sous l'effet de la création de nouveaux langages graphiques, par exemple pour la France, durant la Première Guerre mondiale, je fais ici référence aux travaux de Joël Bourrier sur le miroir. Je passe très rapidement, bien sûr, sur l'entre-deux-guerres, qui voit l'essor et l'affirmation du photojournalisme, avec certains conflits extrêmement couverts, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, mais aussi un peu plus tôt l'Éthiopie ou la guerre d'Espagne, pour en venir, bien sûr, à votre période, les années 1945 à 1991, qui se trouvent marquées par de nombreux conflits de nature extrêmement différente. Conflits liés à la guerre froide, guerre de décolonisation, conflits inter- ou intra-étatiques sur des bases nationalistes, religieuses ou géopolitiques, le tout dans un contexte médiatique qui voit les affirmations successives de la radio, des années 30 aux années 60 en étant assez large, puis de la télévision des années 60 aux années 1980. Et donc, ces médiatisations de ces conflits posent de nombreuses questions aux chercheurs que nous sommes et aussi, sans aucun doute, aux étudiants que vous êtes. Quelques questions que je vous livre, est-ce possible que vous puissiez cadrer un petit peu la réflexion qui va être la nôtre. Que changent les mutations du monde des médias du second XXe siècle au mode de représentation de la guerre? Et comment ces représentations de la guerre ont-elles évolué durant votre période? En contexte de guerre, les médias ne sont-ils, comme c'est parfois affirmé, face aux autorités et aux belligérants, que des témoins dont la marge de manœuvre serait extrêmement contrainte par les pouvoirs? Et puis, dans quelle mesure ce qui est dit, ce qui est raconté, ce qui est montré de la guerre nourrit-il les imaginaires des contemporains et se trouve-t-il parfois aussi peut-être au fondement de certaines identités partagées? Alors, je ne prétends pas répondre à tous ces questionnements en une vingtaine de minutes, ni vous donner des éléments sur tous les conflits de cette deuxième moitié du XXe siècle, mais nous avons pensé qu'il pourrait vous être utile de faire à la fois un effort un petit peu de synthèse sur cette période d'un peu moins d'une cinquantaine d'années, puis aussi peut-être de mettre l'accent sur des points qui, à mon sens, ne sont pas toujours mis en valeur par un certain nombre de manuels et des points qui me semblent pourtant assez cruciaux. Donc j'ai décidé de vous présenter ça. Alors il y aura deux temps, je pense que le troisième je vais le ramasser un petit peu dans la conclusion, mais vous présenter un premier temps où à mon sens entre 1945 et 1962, à l'échelle de la plupart des conflits qui sont bien connus par l'historiographie, on peut affirmer que les représentations médiatiques restent très largement sous contrôle avec une certaine forme de continuité avec ce qui s'est passé dans la période précédente.
Puis, j'essaierai de vous montrer qu'à partir, disons, du début ou du milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70, on a une forme de reconfiguration des couvertures qui s'opèrent avec des conflits qui sont des guerres en images, mais aussi des guerres des images, le Vietnam, mais aussi le Biafra ou le conflit israélo-palestinien que Jérôme Bourdon ici connaît parfaitement bien, et qui font émerger en quelque sorte des formes de nouveaux paradigmes de la médiatisation des conflits, en tout cas à la télévision. Alors, premier point, merci. Anticipation. Premier point, première période des couvertures médiatiques sous contrôle. J'ai choisi là 3 exemples principaux qui peuvent être, à mon sens, développés pour cette période 1945-1962 et qui attestent du maintien d'une emprise forte des autorités sur les modes de couverture des conflits. Premier cas, la guerre d'Indochine. Alors, la guerre d'Indochine, elle est généralement perçue par les contemporains comme un conflit particulièrement lointain. Et elle ne suscite qu'un intérêt limité et assez discontinu. Alors certes, les principaux faits de ce conflit sont rapportés par la presse d'information générale. Et François de titrer en une dès le 26 décembre 1946, Ho Chi Minh lance un appel à la grève générale. Même s'il suscite les critiques de la presse communiste, ainsi que de quelques titres anticolonialistes comme témoignages chrétiens, l'engagement français en Indochine est défendu durablement par la grande majorité des éditorialistes. Durant 7 ans, ce conflit colonial est photographié par le service photographique des armées qui cherche à mettre en valeur les exactions du Viet Minh et les bonnes actions françaises. Relativement nombreuses sont ainsi dans la presse les scènes de patrouille ou de déchargement de matériel, ou encore les images rassurantes pour le public français d'une armée française soucieuse du sort et de la sécurité des populations locales. En mai 1954, par exemple, François, le quotidien de Pierre Lazareff, dont le tirage dépasse alors le 1 million d'exemplaires, accorde, comme beaucoup d'autres titres de la presse française, une forte attention à l'événement au moment de la bataille de Dien Bien Phu et de la capitulation française. Alors vous l'aurez compris, l'intérêt pour ce conflit reste relativement limité, avec les nuances que j'ai fait en sorte d'apporter, du fait de son éloignement, de l'engagement d'une armée de professionnels, d'un relatif consensus des élites en faveur de cette guerre. Et le deuxième cas que nous allons étudier, la guerre d'Algérie, est un cas d'une toute autre nature, dans la mesure où l'attention médiatique est ici extrêmement forte. Alors, petits éléments peut-être de précision sur le contexte. Il faut rappeler quand même que si la défaite de Dien Bien Phu en mai 54, la conférence de Bandung en avril 55 et la crise de Suez en octobre 56 renforcent quelque peu le camp des anticolonialistes, les gouvernements de la fin de la 4e République restent inflexibles face aux revendications du Front de Libération Nationale en Algérie. Et la ligne qui prévaut, vous le savez, est celle définie par le ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, François Mitterrand, qui déclare le 7 novembre 1954 à la radio « L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne ». Alors, je ne vais pas reprendre ici certains développements, et notamment un développement que j'ai fait pour l'ouvrage dirigé par Christian Delporte et Caroline Moine, « Médias, culture et pouvoir », mais je vais juste insister sur 3 idées fortes et sur 2 moments cruciaux. On verra si j'ai le temps de développer les deux, je me resserrerai peut-être sur, je me concentrerai peut-être sur un des deux. Alors, 3 idées fortes. Première idée qui me paraît importante, c'est que cette guerre, alors présentée comme les événements d'Algérie, acquiert une forte visibilité au sein de l'espace public français. Surtout à partir de la mobilisation des appelés du contingent par Edgar Faure en août 1955. Les médias audiovisuels, encore contrôlés par le gouvernement, font preuve d'une grande prudence et recourent à la sémantique gouvernementale qui tend à euphémiser la dimension tragique et violente d'une guerre qui ne dit pas son nom. Avec un peu plus de liberté, les presses quotidiennes et hebdomadaires relayent amplement les informations officielles et reprennent le vocabulaire des autorités, mais avec un peu plus de nuance. Deuxième idée forte, cette couverture est sous contrôle pendant pratiquement toute la guerre. En Algérie même, la censure est de vigueur dès 1955. De nombreux journaux sont régulièrement saisis et l'accès au terrain d'opération est étroitement contrôlé pour les journalistes français et également, à un degré moindre, pour les journalistes étrangers. Pour ce qui est de la télévision, le journal télévisé en France est bien sûr scruté et contrôlé par le pouvoir politique, puisque ce journal télévisé est encore rattaché directement à la direction de l'information.
L'image est également assez étroitement sous le contrôle des militaires, puisque l'établissement cinématographique et photographique des armées fournit photographies et films aux rédactions. Pourtant, et c'est ma troisième idée, la critique de la politique du gouvernement et les pratiques de l'armée française s'affirme dès 1955, de manière très précoce, ce qui n'est pas toujours très bien su à mon sens, dès 1955 dans la presse communiste et dans quelques titres de la presse d'opinion, dont les tirages sont, il est vrai, encore relativement modestes. Je pense à l'Express, à France Observateur ou à nouveau à Témoignages chrétiens. L'Express et France Observateur multiplient par exemple les reportages ainsi que les positions incisives contre l'armée française, et je reste sur votre Gestapo d'Algérie de Claude Bourdet, avec un extrait d'article paru dans France Observateur en janvier 1955 que je cite: « Le supplice de la baignoire, le gonflage à l'eau par l'anus, le courant électrique sur les muqueuses, les aisselles ou la colonne vertébrale sont les procédés préférés car, bien appliqués, ils ne laissent pas de traces visibles. Le supplice de la faim est également constant, mais l'empalement sur une bouteille ou un bâton, les coups de poing de pied de nerfs de bœuf, ne sont pas non plus épargnés. » Vous l'avez compris que dès 1955, on trouve des voix extrêmement critiques dans une certaine partie de la presse. Alors je passe un petit peu sur Lieutenant en Algérie 1957 de Jean-Jacques Servan-Schreiber pour juste vous dire aussi, et sur d'ailleurs la question, je passe également sur la question d'Henri Alleg, pour vous dire qu'à la suite du retour du général de Gaulle au pouvoir, donc mai 1958, mise en place de la Ve République entre septembre et décembre 1958, ces critiques se poursuivent, s'amplifient, par exemple à travers la publication du manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission, qui, dans le contexte de l'ouverture du procès du réseau Janson à Paris en septembre 1960, appelle à soutenir la cause des Algériens. Il s'agit d'un texte qui suscite des réactions fortes et antagonistes dans l'opinion publique et dont la publication intégrale est d'ailleurs interdite par le gouvernement. Insister aussi sur deux moments où vous connaissez, vous avez tous fait, je pense, beaucoup d'histoire politique, mais deux moments qui sont aussi des moments de cristallisation des tensions au sein de l'opinion publique française, et deux moments qui manifestent, à mon sens, le rôle décisif joué par les médias dans les choix stratégiques des acteurs de l'époque. Le premier de ces deux moments, c'est... Non, il faut rester sur le diapo. Voilà. Le premier de ces deux moments, c'est la crise du 13 mai 58. Vous le savez, alors que des généraux putschistes ont pris le gouvernement général d'Alger le 13 mai, ce que dénonce avec vigueur l'humanité, alerte au fascisme, coup de force à Alger, on est le 14 mai 58, les saisies s'intensifient en métropole. La communication du général de Gaulle, qui s'est déclaré prêt à assumer les pouvoirs de la République dès le 15 mai, et la couverture des négociations entre le président Auriol et l'ancien chef de la France libre, conduisent les médias audiovisuels et une partie de la presse à soutenir finalement assez vite, le tournant s'opère en une dizaine de jours, l'option d'un retour de Gaulle au pouvoir, tandis que la censure est restaurée en métropole le 25 mai. La vision donnée des événements par les rédactions reste cependant très contrastée, puisque la presse de gauche dénonce le coup d'État du général et appelle à une grande manifestation pour la défense de la République le 28 mai. Nommé président du Conseil d'une 4e République à l'agonie, De Gaulle impose dès son discours du 4 juin à Alger et son allocution radio-télévisée du 27 juin un ton, une conviction, des images fortes qui lui permettent de restaurer l'ordre républicain jusqu'à la mise en scène très médiatisée de la présentation de la République le 4 septembre 1958. Alors je manque ici de temps pour déployer toutes les dimensions de cet événement. On a évoqué tout à l'heure les collections de l'INA auxquelles vous pouvez aussi bien sûr vous référer. Puis je ne peux que vous conseiller un livre qui a fait beaucoup pour mon investissement dans le métier d'historien, c'est La fièvre hexagonale de Michel Vinocq, qui est certes un peu ancien, mais qui me semble toujours aussi essentiel sur cette question des crises politiques, et en particulier sur cette question du 13 mai 58. Deuxième moment important, sans doute à creuser, je vous donne quelques éléments, c'est le putsch des généraux d'Alger, 21 avril 1961. Dans le contexte de la validation par référendum en janvier du principe de l'autodétermination de l'Algérie, et dans le contexte aussi du soutien désormais déclaré du général de Gaulle à une indépendance de l'Algérie, 4 généraux, Chal, Salan, Jouot, Zeller, favorables au maintien de l'Algérie française, appellent à ne plus reconnaître l'autorité de Paris. Alors que Radio Alger est aux mains des putschistes, le pouvoir réagit par une allocution radio du général de Gaulle, radio et télévision, du général de Gaulle, prononcée à 20h le dimanche 23 avril 1961. Vous connaissez, j'imagine, tous ce discours où, sur un ton mobilisant les registres de l'émotion et de la dramatisation, l'homme du 18 juin fait référence à ses faits d'armes passés,
recours à un vocabulaire affirmant son autorité, j'interdis, j'ordonne, je m'affirme en la légitimité française et républicaine qui m'a été confiée, et il parsème son discours de formules soulignant l'illégitimité des putschistes, prononciamento militaire, usurpation, carte ronde généraux en retraite, bien sûr, qui sont présentés comme des ennemis de la nation. Cet encouragement à la désobéissance est ensuite diffusé toutes les heures sur les ondes de Radio Monte-Carlo et entendu par les soldats, officiers de métier ou soldats du contingent, notamment via la technologie du transistor. Alors là, c'est un exemple qui, à mon avis, me semble assez crucial autour de ces rapports entre médias, pouvoir, opinion publique, et je ne peux que vous renvoyer aux travaux de Jérôme Bourdon ou d'Hélène Eck sur Télévision et Guerre d'Algérie, ou de Cécile Méadel, Michel Debussière et Caroline Ullmann-Mouria sur Radio et Télévision au temps des événements d'Algérie. Il y aura toutes les références en fin de diaporama. Donc avec cette guerre d'Algérie, quelques mois plus tard, et avec la fin de la guerre d'Algérie, quelques mois plus tard, se clôt une des dernières grandes pages de la censure en France. Alors je vais passer sur le troisième exemple, qui était la Corée, qui me permettait d'aborder la médiatisation un peu américaine. Je pense que sinon je ne vais pas tenir mon temps, mais je crois qu'on a un troisième exemple qui est bien sûr différent, mais qui montre aussi le maintien par le pouvoir, là en l'occurrence américain, d'une forme de contrôle de l'information assez forte et d'une dépendance aussi assez forte des journalistes à l'égard des militaires. Et là je renvoie bien sûr aux écrits et aux travaux de Marjolaine Boutet qui vous éclaireront bien plus que je n'aurais pu le faire sur ce sujet. Donc en définitive, de 1945 à 1962, si nous ne sommes plus dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et si les formes de propagande et de censure ont pu avoir tendance à s'atténuer, les journalistes restent cependant sous le contrôle étroit des autorités et des états-majors qui cherchent à obtenir le consentement des opinions publiques. Deuxième période, années 60, années 70. Pourquoi peut-on considérer qu'on a là une nouvelle période qui s'ouvre? Déjà médiatiquement, vous le savez, on a une forme de généralisation du médium télévisuel dans la plupart des sociétés que vous avez à étudier. On a aussi une accélération de la circulation des images et des informations. Et à mon avis, ces deux éléments au moins modifient le rapport de force entre les pouvoirs et les journalistes à partir du milieu des années 60 et au moins jusqu'à la fin des années 70. Premier exemple, la guerre du Vietnam. Alors, dans l'historiographie anglo-saxonne, la guerre du Vietnam a fait l'objet de nombreux travaux et elle est souvent considérée comme un tournant important dans le rôle joué par les médias dans les conflits. Comme l'ont montré les analyses de Dan Hallin, alors que durant les premières années du conflit, les médias américains sont avant tout, roi de transmission est quand même peut-être un peu fort, mais disons un relais du discours officiel. Là, on est plutôt dans la continuité des conflits précédents. À partir de 1968 et de l'offensive du Tet, les images des médias américains révèlent progressivement les horreurs et l'absurdité de ce conflit, contribuant ainsi à retourner une opinion américaine qui s'était jusqu'alors montrée favorable à l'engagement des États-Unis. Donc, les médias seraient ainsi passés d'un statut de témoin des événements à celui d'acteur à part entière. Alors, qu'a-t-on vu, qu'a-t-on dit, qu'a-t-on montré de la guerre? Et là aussi, je m'appuie à nouveau sur les travaux de Marjolaine Boutet. Je vais essayer de synthétiser beaucoup. Lors des premières années de la guerre, la télévision reprend donc l'idéologie du pouvoir en place. Les thèmes qui dominent sont ceux de la lutte contre l'agression communiste, de l'effort national, du professionnalisme des Marines, de l'exaltation, de la bravoure au nom de la guerre froide. Et donc, à partir de 1968, de cette offensive Viet-Cong lors du Nouvel An vietnamien, il y a une forme de surprise, de sidération, peut-être un peu fort là aussi, mais de surprise de l'opinion américaine dans la mesure où, lors de cette offensive, les télévisions américaines notamment diffusent un certain nombre d'images où on voit les soldats américains complètement dépassés par les événements. Il y a notamment des images qui sont prises dans la cour même de l'ambassade des États-Unis, où vous voyez il y a un commando qui a pénétré sur le territoire américain au sein de cette ambassade, et on voit des images de djihadistes complètement déboussolés, complètement dépassés, des images qui marquent durablement l'opinion, et à partir de là, il est vrai que la couverture médiatique change de tonalité. Et les propos de certains journalistes insistent désormais sur le coût en vie humaine, sur l'impossibilité pour l'armée américaine de remporter la guerre, et sur une guerre qui apparaît comme une entreprise vaine et absurde. Vous connaissez bien sûr un certain nombre de clichés un peu emblématiques de cette monstration de la souffrance à distance, et notamment c'est ce cliché de Nick Hutt de l'Associated Press qui relate quelque part l'histoire de cette petite fille, Kim Phuc, qui a été victime d'un bombardement de l'armée du Sud-Vietnam, avec une circulation d'images dans le temps de l'événement extrêmement conséquente, mais une reprise aussi et des reconfigurations a posteriori qui ont donné à cette image un vaste succès. Pardon.
François, Oui. il faut terminer. Il faut terminer. Alors je termine sur Biafra et Palestine. Vous avez peut-être été surpris de voir apparaître ces deux conflits qui sont dans des contextes extrêmement différents. Et ce que je souhaitais faire surgir là, c'est qu'à mon sens, on a là deux autres paradigmes des conflits futurs qui se dessinent avec ces deux conflits-là. On l'a compris, avec la guerre du Vietnam, le paradigme qui se dessine et qui va être réinvesti a posteriori, c'est la sale guerre. Hein, c'est le bourbier. Avec le Biafra, on est dans une autre configuration. Désolé Jérôme, je saute le conflit israélo-palestinien. Avec la guerre du Biafra, qui a été étudiée notamment par Barbara Young, la télévision met pour la première fois en scène la famine et l'action humanitaire de la France, et un trio qui est appelé et destiné à une belle longévité, puisque c'est un trio qu'on va retrouver dans de nombreux paradigmes des couvertures télévisuelles sur les conflits lointains. C'est le triptyque de la victime de guerre, du médecin occidental ou de l'humanitaire, ils sont un petit peu interchangeables, et du bourreau persécuteur. Lors de ce conflit, une large campagne de communication est menée par les services spéciaux français, par l'agence Smart Press de Genève, par un général Biafrais Ojukwu, afin de mettre en valeur le soi-disant génocide des Igbo du Biafra. La dénonciation de ce génocide devait faciliter l'obtention d'une aide humanitaire pour permettre aux Biafrais de tenir plus longtemps face au blocus des autorités fédérales nigérianes. L'utilisation du discours humanitaire devient ici un alibi afin d'atteindre des objectifs géostratégiques. Une stratégie voit un bel avenir dans les années 80-90. Et si je vous dis que c'est une forme de paradigme, c'est parce que ce triptyque, on va le retrouver dans de nombreux conflits des années 80 puis 90. On va sortir un peu de votre période. C'est le cas de l'Éthiopie, c'est le cas de la Somalie, c'est le cas de certaines périodes au Rwanda. Et donc j'en viens à ma conclusion. Conclusion pour vous dire que, au-delà des deux périodes qu'on a pu distinguer en temps de rapport au pouvoir, au-delà aussi de ces sortes de paradigmes qui constituent un imaginaire partagé qui va souvent être réinvesti par les journalistes pour rendre immédiatement intelligibles des conflits postérieurs, parfois complexes, je voudrais juste vous poser une question et vous interroger sur le tournant 90-91. Donc, deuxième guerre du Golfe, intervention américaine au début de l'année 91, et là, il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui se joue puisque, en termes technologiques, pour les journalistes, notamment pour les journalistes français, il y avait l'idée qu'on allait pouvoir, pour la première fois, enfin, couvrir une guerre en direct et faire en sorte que les téléspectateurs soient au plus près du front. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu finalement la grande majorité des journalistes se laisser manipuler, je vous renvoie à Marc Ferraud, se laisser manipuler par la stratégie de communication de l'état-major américain. Certes, quelques journalistes ont réussi à tenir un discours un peu différent, mais globalement, on a défendu. Tempête du désert, Desert Storm. Et du coup, ça me conduit vers ma troisième période que je ne développe pas, puisqu'on sort un peu de votre période d'études, mais à mon avis, le tournant, il joue déjà un peu de fin 70 dans les années 80, c'est-à-dire une extrêmement forte professionnalisation de la communication des militaires américains, israéliens, français, donc en gros les armées occidentales, britanniques, ça se voit également avec les Malunes dès les années 80, où là le rapport de force se rééquilibre au minimum, voire redevient en faveur de la stratégie communicationnelle des pouvoirs et des états-majors. Donc moi c'est quelque chose que j'ai étudié sur la période suivante, mais à mon avis ça fait partie des questions que vous devez aussi essayer de placer dans vos lectures un peu au cœur de votre réflexion. Voilà quelques points sur lesquels